l'auto à la maison. C'est le grand défi qu'on s'est fixé. 130 millions pour inciter les Québécois à prendre le transport collectif. L'objectif de 8 % est un peu modeste. Menace terroriste. Beaucoup du monde au Canada est naïf. Plus de sécurité, mais aussi plus de contrôle pour les voyageurs canadiens. Nous allons agir dès maintenant. Coupé. C'est décourageant. Le cinéma québécois tourne au ralenti. Faut faire avec ce qu'on a. Hein. Téléfilm Canada manque d'argent. Et au point. Al Gore critique le retrait du gouvernement Harper de l'accord de Kyoto. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement Charest a des objectifs ambitieux. Inciter les Québécois à utiliser davantage le transport collectif et faire en sorte que l'automobile devienne un deuxième choix. Pour parvenir à ce changement de mentalité, Québec compte injecter de l'argent, 130 millions, qui vont servir à améliorer les services et les équipements de transport en commun. Une initiative qui est dans l'ensemble bien accueillie. Mélanie Bourgeois va nous en parler dans un moment. Mais d'abord, José Thibault décrit les objectifs du gouvernement. Chaque année, les Québécois effectuent 510 millions de déplacements en transport collectif. Ce sont les plus grands utilisateurs au Canada, mais ce n'est pas assez au goût du gouvernement Charest. Alors, pour que ça passe à au moins 550 millions dans 6 ans, il y a maintenant la politique québécoise de transport collectif. Le défi, c'est quoi? C'est de rendre ça intéressant pour les gens. Que l'utilisation de l'automobile devient un deuxième choix. Pour que ça se réalise, le gouvernement ajoute 130 millions de dollars par année au financement du transport collectif. 100 millions iront aux sociétés de transport pour qu'elles améliorent l'offre et la qualité des services aux usagers. 30 millions pour réaliser des projets de transport collectif en milieu semi-urbain ou rural. Et si on parle maintenant de transport collectif et non plus de transport en commun, c'est justement parce qu'on veut permettre à divers types de projets de voir le jour. C'est la mise en commun du transport scolaire, du taxi, du transport adapté, du covoiturage sur un territoire. L'idée est déjà bien reçue à Rivière-du-Loup, par exemple, où les résidents des villages environnants réclament l'accès à la ville-centre. C'est d'avoir des services de transport pour permettre aux gens d'avoir accès à des services, entre autres de santé et services sociaux. Le gouvernement calcule aussi que si, surtout dans les grandes villes, on augmente de 8 % l'utilisation du transport collectif, c'est l'objectif, ça aura un effet positif sur le développement durable. 80 000 tonnes de gaz à effet de serre en moins, 28 millions de litres de carburant en moins et 14 000 voitures en moins dans les centres-villes congestionnés. La politique ne dit rien sur d'éventuelles hausses de tarifs liées à ce développement, mais tout le monde est conscient d'une chose. L'usager, si on lui charge trop cher, il change son comportement puis il s'en va ailleurs. Jean Charest estime avoir fait un bon coup avec cette politique qui ne suscite pour l'instant que des éloges. Le deuxième bon coup en 2 jours, si on ajoute à cela le plan d'action sur les changements climatiques. De quoi tester pendant l'été l'humeur des Québécois envers ce gouvernement mal aimé. José Thibault, Radio-Canada, Québec. Le maire de Montréal était à Toronto, mais il n'aurait pas raté l'occasion de commenter une aussi bonne nouvelle. Il va y avoir moins de circulation, moins de congestion, moins de dégradation de nos infrastructures, donc des économies, et on va revoir nos priorités. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver des ressources financières pour apparier le montant au niveau du gouvernement du Québec de 130 millions. La Société de transport de Montréal prévoit un déficit de 25 millions cette année. Mais grâce à cette annonce, elle peut tout de même se permettre de rêver. Ça peut être le développement de nouvelles lignes, la fréquence des autobus, le genre d'autobus qu'on peut avoir, le confort qu'on peut donner. L'Agence métropolitaine des transports, dont le rôle justement est de favoriser l'utilisation du transport en commun, attendait ça depuis des lustres. Elle est ravie de l'annonce du gouvernement. Pour une première fois, il reconnaît que le transport collectif est la façon de contrer particulièrement les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Le Conseil régional de l'environnement est d'accord, mais apporte un bémol ou deux. L'objectif de 8 % est un peu modeste et on ne s'attaque pas vraiment à la part modale, c'est-à-dire à la part relative des déplacements en transport en commun versus la voiture. Mais au total, c'est dans la bonne direction. Selon le Conseil régional de l'environnement de Montréal, à lui seul, le prolongement de l'autoroute 25 annulerait les bienfaits du métro de Laval et du train de banlieue dans l'est de Montréal. Bref, plus de transports en commun, c'est une chose, mais moins d'automobilistes sur les routes, c'en est une autre.
On reste en banlieue, fait qu'on a besoin de nos véhicules quand même. Ça ne changera pas mes habitudes vraiment. Peut-être que oui. Peut-être, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas gagné d'avance. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal. Du côté d'Ottawa, les préoccupations concernent également le transport, mais plus précisément les mesures de sécurité qui vont devenir encore plus étanches. Le gouvernement Harper dépensera un peu plus de 250 millions pour rendre le transport terrestre, maritime et aérien moins vulnérable aux attaques terroristes. Christine Saint-Pierre nous dit de quelle façon cet argent sera dépensé. Transport aérien, maritime ou terrestre, le gouvernement resserre les mesures de sécurité partout au pays. Stephen Harper entend exploiter à fond le thème de la lutte contre le terrorisme. Dans une entrevue qui sera diffusée dimanche à l'émission Les coulisses du pouvoir, le premier ministre prépare le terrain. Je pense que, que beaucoup du monde au Canada est naïf. Je pense que c'est vrai. La réalité est que le terrorisme, la menace de terrorisme, est une menace globale, mondiale. Et on ne peut pas l'échapper par fermer des yeux. C'est donc plus de 250 millions de dollars sur 2 ans qui seront investis dans les transports. Plus de 130 millions pour accroître les mesures de sécurité dans le transport aérien de passagers et 26 millions additionnels seront destinés au cargo. Le Canada tire aussi des leçons des attentats de Madrid et de Londres et améliore aussi la sécurité sur terre. Ce sont 95 millions qui iront surtout dans des mesures de sécurité accrues sur les trains de banlieue et les traversiers. Nous sommes déterminés de faire un plus grand emphase sur la sûreté et la sécurité. Selon le directeur de l'administration canadienne de la sécurité du transport aérien, une organisation créée dans la foulée du 11 septembre, il est important de se tenir à jour. Je pense que la menace terroriste, elle est présente. Et ce qu'il faut comprendre quand on regarde justement toute cette question du terrorisme, c'est qu'on est dans un marathon. On n'est pas dans un sprint qui nous amène au fil d'arrivée. On est là pour longtemps, donc il faut prendre des mesures. Et chaque mesure que nous mettons en place, les terroristes tentent de les contourner. Alors, mais il ne cache pas que les voyageurs devront apprendre à être patients. Quand on s'éloigne d'une période comme celle qu'on a connue le 11 septembre, on doit expliquer aux gens, on doit faire de l'éducation pour leur faire comprendre le besoin essentiel de cette mesure que nous mettons en place. Il y a aussi les Américains qui ont le Canada bien à l'œil. À la veille de sa visite officielle à la Maison-Blanche, Stephen Harper veut démontrer qu'il a les choses bien en main. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Ottawa. Bonjour, ici Dominique Poirier à Ottawa. Le Canada en Afghanistan, l'OTAN estime que la mission demeure primordiale et voudrait qu'on en fasse plus. Ce soir au point, le secrétaire général de l'OTAN. Guy Cloutier peut de nouveau rêver de liberté. La justice ne déposera pas de nouvelles accusations contre lui. En avril dernier, l'ex-impresario avait vu l'audience de sa requête de libération abruptement interrompue par de nouvelles allégations d'agression sexuelle. Alexandre Dumas nous fait le rappel des événements. Il aura fallu plus de 2 mois aux enquêteurs de la Sûreté du Québec pour conclure leur enquête sur les allégations d'agression sexuelle portées par cette présumée 3e victime qui avait 12 ans à l'époque des agressions présumées. Les enquêteurs ont vérifié point par point les éléments de la déclaration de cette femme, aujourd'hui âgée de 44 ans, à commencer par les lieux où se seraient produites les agressions alléguées dans un prétendu penthouse du centre-sud de Montréal. Même que les 10 allégués impliquaient d'autres adultes, mais aujourd'hui décédés dans 2 cas. Le fait qu'aucune accusation ne soit portée à la suite de la divulgation de la 3e présumée victime ne signifie pas pour autant que les autorités policières et judiciaires n'ont pas accordé de crédibilité aux prétentions de cette présumée victime. C'est tout simplement qu'on a pu trouver de témoins qui pouvaient corroborer les avancées de celle-ci. Et on se souviendra que dans le cas, par contre, de Nathalie Simard, la preuve des policiers avait été relativement plus aisée dans la mesure où Mme Simard portait sur elle un appareil d'enregistrement et que les aveux de Cloutier avaient été filmés aussi par les policiers dans la résidence de celle-ci. Bref, la preuve amassée, jugée insuffisante, pouvait laisser place au concept du doute raisonnable.
À moins que la Commission de libération conditionnelle du Canada ne fasse accroc à ses propres règles de pratique, il faudra 60 jours pour que celle-ci puisse commander la tenue d'une autre audience au cours de laquelle les procureurs de Cloutier pourraient faire valoir ces motifs qui pourraient plaider en faveur d'une libération anticipée. Et tout cela pourrait advenir au mieux au mois d'août, peut-être même au mois de septembre. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal. Malgré ses succès répétés, le cinéma québécois traverse une période de vache maigre. Faute d'argent, Téléfilm Canada ne financera que quelques-uns des nombreux projets de films soumis par les cinéastes québécois. Et parmi les exclus de grands noms comme Robert Lepage, Charles Binamé et plusieurs autres. Les précisions de Lise Villeneuve. Malgré son Oscar, Denis Arcand n'obtiendra pas tout le financement espéré pour son prochain film, L'Âge des Ténèbres. Téléfilm Canada lui accorde 2,1 millions de dollars au lieu des 3 millions demandés. Pour nous, c'est décourageant. Pour le moment, si je regarde ce qui est sur la table, le film ne se fait pas. Il fait quand même partie des rares élus de Téléfilm Canada. Avec Bernard Raymond, il est toutefois le seul réalisateur reconnu qui a obtenu une réponse positive de l'organisme fédéral. En tout, 32 projets de films avaient été présentés à Téléfilm Canada, des demandes qui totalisaient 52 millions de dollars. Mais voilà, Téléfilm n'avait que 4 millions de dollars à distribuer. Robert Lepage, Louis Bélanger, Charles Binamé, Francis Leclerc, des réalisateurs confirmés, se sont tous fait dire non. Il y a beaucoup de gens en colère. Moi, je l'avais été au 3e refus de mémoire affective en 2003. Quand tu crois à un projet, puis chaque année tu travailles dessus, tu vas redéposer ton projet d'année en année. Alors que les coûts de production montent en flèche, le budget annuel de Téléfilm Canada est resté le même depuis 6 ans. Il faut faire avec ce qu'on a. Là. Ça ne nous empêche pas de réagir. On a mis sur pied un comité de travail avec tous les principaux intervenants du milieu pour regarder le système de financement et les capacités de financer les films peut-être autrement. Inquiets et déçus, les membres du milieu songent déjà à des solutions. En attendant, je pense que ça prendrait un fonds d'urgence qui pourrait être injecté maintenant. Une demande que la ministre du Patrimoine, Beverly Oda, responsable de Téléfilm Canada, entendra de vive voix très bientôt. Selon le ministère du Patrimoine, une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les producteurs. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Il y a du nouveau dans le différend qui oppose les autochtones des 6 nations de Calédonia, près de Hamilton, et un promoteur qui construit des maisons sur des terres revendiquées par les autochtones. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement de l'Ontario a conclu une entente de principe avec le promoteur en question pour acquérir les terrains convoités. Malgré tout, les autochtones vont poursuivre leur occupation tant que les terres ne leur appartiendront pas. Les explications de Jula Kovash. 2 semaines se sont écoulées depuis la dernière rencontre devant le juge David Marshall visant à ramener l'ordre dans la petite communauté de Calédonia. Mais l'intervention du magistrat semble avoir porté fruit. L'Ontario a annoncé une entente de principe pour se porter acquéreur des terrains revendiqués par les Autochtones des 6 nations et l'entrepreneur Henco sera compensé pour les pertes subies. Un montant qui pourrait dépasser 45 millions de dollars selon l'avocat des entrepreneurs, visiblement soulagés à leur sortie du palais de justice. L'entente, cependant, ne prévoit pas ce qu'il adviendra des terrains revendiqués par les Autochtones ni des résidences inachevées. La province devra négocier avec les membres des 6 nations, ce qui inquiète certains résidents. Ce résident qui habite près des terrains revendiqués affirme que la situation est loin d'être revenue à la normale. La levée des barricades routières n'a pas mis fin à l'occupation, dit-il, et les résidents ne se sentent pas en sécurité. Les Autochtones aussi disent que l'entente entre la province et l'entrepreneur immobilier ne met pas fin au conflit et ils souhaitent faire avancer l'ensemble de leurs revendications territoriales.
Il souhaite maintenant que le gouvernement fédéral s'implique dans le dossier. Jula Kovac, Radio-Canada, Calédonia. Toujours en Ontario, un autre coup de filet de la police dans l'affaire de la plus importante tuerie de l'histoire de la province. 3 suspects, dont un ex-policier, ont été arrêtés en rapport avec le massacre de Shedden, où 8 membres de la bande de motards, les Bandidos, ont été assassinés en avril dernier. Les 3 hommes ont été arrêtés à Winnipeg. Les détails avec Marc Godbout. La surprise la plus totale dans ce quartier de Winnipeg. Les arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une opération conjointe des policiers provinciaux de l'Ontario et de ceux de Winnipeg. Tous les suspects ont ceci en commun, qu'ils sont tous liés aux Bandidos. Chacun des 3 hommes arrêtés fera face à 8 chefs d'accusation de meurtre prémédité. Les suspects sont tous dans la trentaine et un nom retient particulièrement l'attention. Michael Sandham, age 36 of Winnipeg, Manitoba. Michael Sandham est non seulement le présumé leader des Bandidos de Winnipeg, mais il est aussi un ancien policier. Le voici quelques minutes après son arrestation. Shedden, Ontario, avril dernier. Les cadavres de 8 hommes sont retrouvés dans un champ de maïs. Des dizaines et des dizaines de policiers participent à l'enquête pour tenter de résoudre la plus importante tuerie à survenir en Ontario. 48 heures plus tard, les enquêteurs confirment que les meurtres sont liés aux activités du groupe de motards criminels, les Bandidos, l'ennemi international des Hells Angels. Ce jour-là, 5 de ses membres sont accusés de meurtre prémédité. Les enquêteurs sont maintenant en mesure d'indiquer que tout cela aura un impact sur les activités du groupe, sans toutefois préciser jusqu'où cela pourrait aller. Les Bandidos étaient présents seulement à Toronto et à Winnipeg. Et là, avec ces arrestations, ils sont encore plus faibles. Chose certaine, c'est les Hells Angels qui vont fêter cette fin de semaine. Alors que les enquêteurs refusent de préciser si d'autres arrestations sont à venir, ils insistent pour dire qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre des gangs, mais plutôt d'un acte isolé. En d'autres mots, d'une purge interne. Marc Godbout, Radio-Canada, Toronto. Le virus de la grippe aviaire a été détecté à l'île du Prince-Édouard. Des examens menés à Charlottetown sur une oie, retrouvée morte cette semaine, ont indiqué qu'il s'agit du sous-type H5 du virus. Dans quelques jours, des analyses plus poussées diront si l'animal était atteint de la souche pathogène H5N1. L'histoire se répète pour les 3200 autochtones de la réserve de Mistissini, dans le nord du Québec. Pour la 2e fois en autant de semaines, ils ont dû être évacués en raison des feux de forêt avec l'aide de la Sûreté du Québec. Les Autochtones ont été accueillis à Chibougamau. Les feux forcent aussi la fermeture de la route 167 Nord. Au Québec, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, refuse de blâmer qui que ce soit à propos de l'incident qui a provoqué la paralysie du pont Jacques-Cartier le mois dernier. Le ministre, qui rendait public le rapport d'experts en sécurité sur cet événement, préfère formuler des recommandations générales pour éviter la répétition de tels incidents. Le rapport suggère une meilleure collaboration entre les corps policiers et une meilleure stratégie d'intervention. Dans la région de Montréal, toujours, Véronique Mercier, l'ancienne attachée de presse de la présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme-Forget, sera candidate lors de l'élection complémentaire dans le comté de Taillon. Véronique Mercier a déjà été attachée de presse du Premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord. La prière des élus, une tradition contestée mais bien vivante dans 400 municipalités du Québec. Fini la rébellion, un tournant dans l'histoire du Népal. Les rebelles maoïstes vont partager le pouvoir. On n'a plus à souligner les immenses bienfaits des vaccins sur la santé. Malheureusement, il arrive aussi parfois qu'ils aient des conséquences tragiques. Pour ceux qui en sont victimes, il existe au Québec un programme d'indemnisation, mais encore faut-il pouvoir se frayer un chemin dans un labyrinthe bureaucratique complexe et coûteux. Jean-Sébastien Cloutier nous raconte l'histoire de la petite Lauralie. Lauralie, 8 ans, a seulement 1 mois d'âge mental. À sa naissance, elle avait une petite tête, mais son développement paraissait normal, jusqu'à l'âge de 4 mois, jusqu'à ce qu'on la vaccine pour les maladies d'enfants. Elle a convulsé 45 minutes après. Et à partir de ce moment-là,
Son développement psychomoteur s'est complètement arrêté. Pascal et Éric apprennent que Lauralie souffre d'une encéphalopathie aiguë. Et par hasard, ils apprennent aussi qu'ils pourraient peut-être être indemnisés. Ils soumettent alors une demande à un comité de 3 médecins qui doit faire une recommandation au ministre de la Santé. Il y avait 2 médecins contre un autre médecin qui disait qu'il n'y avait pas de lien entre l'état de la petite et le vaccin. Et le ministre Couillard a décidé qu'il n'y avait pas d'indemnisation. Par contre, il nous permettait d'aller au tribunal administratif pour aller en appel de la cause. Et c'est là qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour tenter de gagner leur cause, même s'ils n'ont aucun moyen de prouver scientifiquement que Lauralie a été victime de son vaccin. Ça ne remet pas en cause la vaccination au niveau social, ça ne remet pas en cause l'intérêt scientifique de la vaccination. Mais ce que ça fait apparaître, par exemple, c'est peut-être l'importance de revoir de quelle manière on peut mieux protéger les victimes. En fait, Pascal et Éric en ont contre la complexité du programme. Au 1er avril 2005, 135 demandes d'indemnisation avaient été adressées à Québec à la suite d'un vaccin. De ce nombre, 51 ont été abandonnées et 84 analysées en comité. En tout, 20 réclamants ont reçu une indemnisation, c'est 15 % des demandes. Pour entrer dans le programme, ça nous prend un médecin pour nous supporter. Donc, premièrement, de trouver un médecin qui porte notre cause, c'est pas évident. Et puis, il y a le processus du comité non plus qui est pas, que j'ai pas senti d'une grande transparence. Et par la suite, les démarches où on arrive face au ministère qui a des moyens financiers infinis. Dans la cause de Lauralie, 7 experts ont été mandatés par Québec. Personne au ministère n'a voulu accorder d'entrevue. Les parents de Lauralie restent sereins malgré tout. Ils espèrent que leur démarche aidera d'autres parents à franchir les obstacles dressés devant eux. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Bombardier va profiter de la tenue du salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, le mois prochain, pour tester l'intérêt du marché sur ses avions de la C-Series. Rappelons que l'avionneur avait décidé au début de l'année de mettre sur la glace ses nouveaux avions de 100 places, faute de clients. Quelques observations de Catherine Kovacs. Opération Charme. Tous ces journalistes sont invités à monter à bord du dernier né de Bombardier, le CRJ 900, un avion de 90 places destiné aux lignes régionales. Cette semaine d'ailleurs, le Nigeria est venu prendre livraison de son premier appareil lors d'une cérémonie haute en couleurs au hangar de Mirabel. A new partnership is being struck today. Pendant ce temps, la série C, ces avions de 100 places et plus, destinés aux grandes lignes aériennes, attend sur la glace, faute de clients. Pourtant, Bombardier croit toujours qu'il y a un marché pour ce nouveau type d'appareil. C'est à Farnborough, en Angleterre, le mois prochain, qu'elle le saura vraiment. C'est une occasion où on peut trouver les fournisseurs, les partenaires, les clients, tout en même temps dans une place. Bombardier ne veut rien précipiter. Pour Pierre Baudouin, c'est une décision à long terme. On s'est donné l'année pour mettre en place un plan d'affaires qui est réaliste et surtout un plan d'affaires qui va être la bonne décision des actionnaires de Bombardier. Mais cet analyste croit qu'il est déjà trop tard. Les entreprises seront prêtes à remplacer ces appareils plutôt vers les années 2010. Ça aurait été bien d'être prêt avec un nouvel appareil à ce moment-là. Il est trop tard. Pierre Baudouin ne fait pas la même lecture. Il n'y a pas d'autres produits dans cette catégorie-là en ce moment. C'est une niche de marché pour les 20 prochaines années. On a toujours dit une niche qui commence vraiment en volume à l'entour de 2010. Mais cette nouvelle série pourrait aussi ne jamais naître, nous précise M. Baudouin, si toutes les conditions ne sont pas réunies. Bombardier a plusieurs cordes à son arc. La première, c'est que ces jets d'affaires se vendent comme des petits pains chauds. Bill Gates, Oprah Winfrey et Guy Laliberté en ont chacun un. C'est la nouvelle tendance et elle pourrait durer plusieurs années. Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. D'autres nouvelles économiques, Hydro-Québec vend sa participation dans les lignes de transport d'électricité au Chili, 1,7 milliard de dollars canadiens, avec un profit de 750 millions. La société d'État a encore à vendre 2 centrales au Panama et 1 ligne de transport en Australie. Le Fonds monétaire international dresse un portrait favorable de l'économie canadienne. Elle devrait croître de 3,1% cette année et de 3% en 2007. Dans son rapport, le FMI note toutefois qu'il existe des risques liés au ralentissement de l'économie aux États-Unis et au faible taux de l'épargne des Canadiens. Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, Raymond McManus, partira à la retraite au début de l'an prochain. Son successeur est Régent Robitaille, qui travaille à la banque depuis 18 ans.
Le tribunal des droits de la personne entend ces jours-ci une cause qui pourrait avoir des répercussions dans quelques 400 municipalités du Québec. Une citoyenne demande la disparition de la prière avant les réunions publiques du conseil municipal au nom de la laïcisation de l'espace public. Mais la tradition est bien ancrée. Précision Alain Picard. Seigneur, accordez-nous la sagesse d'adopter les meilleures mesures destinées à assurer la bonne administration de notre ville. Amen. Au conseil municipal de Ville de Deux-Montagnes, comme dans près de 400 municipalités au Québec, on continue de s'adresser au Seigneur pour qu'il accorde ses grâces et ses lumières aux élus. Le maire tient à cette tradition. Je crois que c'est une coutume ici à Deux-Montagnes. Depuis 1930, l'hôtel de ville a été bâti ici. Des citoyens l'appuient. Moi, je suis catholique, j'en suis fière. Et pour moi, c'est très important. Mais d'autres condamnent cette pratique. On n'a pas besoin de ça. On pourrait demander une minute de recueillement, puis chacun fait sa prière comme il le désire. À Laval, où au dernier recensement, près de 15 000 citoyens disaient ne s'identifier à aucune religion, une résidente, Danielle Payette, poursuit en cours sa municipalité pour qu'elle mette fin à cette pratique discriminatoire selon elle. Qu'on cesse la prière parce que ça n'a aucun lien avec les affaires publiques et municipales, c'est tout. Laval aurait pu éviter ce procès. Il y a possibilité pour la Ville de Laval de souligner l'importance de la tâche dans un texte qui soit tout à fait neutre. Ça, c'est une façon de la faire. Si on veut maintenir une tradition de prière, qu'on la récite en l'absence du public. Mais la tenue du procès aura au moins l'avantage de tirer les choses au clair. C'est sûr que la décision que le tribunal va rendre, c'est certain que les autres municipalités vont en prendre connaissance et probablement qu'ils vont se conduire en conséquence. Près de 400 maires du Québec devraient donc savoir à l'automne si, au début des travaux de leurs conseils municipaux, ils peuvent continuer à évoquer Dieu. Alain Picard, Radio-Canada, Laval. Massacre en Irak, un attentat commis dans une mosquée chiite de Bagdad a fait 11 morts. Le kamikaze avait disposé des explosifs à l'intérieur de paires de chaussures afin de déjouer l'important dispositif de sécurité. Au total, au moins 23 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des violences dans le pays. En Afghanistan, une défection qui pourrait avoir d'heureuses répercussions. Un chef de guerre taliban s'est rallié au gouvernement Karzai. L'homme a annoncé sa défection en remerciant Dieu et les Canadiens. Il a été soigné pour une grave maladie par des médecins canadiens à Kandahar. Très connu, l'ancien taliban exerçait une grande influence chez les jeunes de la région de Kandahar, là où se battent les Canadiens. Une surprise au Népal. Le gouvernement et les rebelles maoïstes sont finalement parvenus à un accord, et cela après 10 ans de rébellion et des milliers de morts. Une entente historique qui permet aux maoïstes de faire leur entrée au gouvernement. Le récit de Guy Lapointe. Scène inimaginable il y a quelques semaines. Le chef de la guérilla maoïste, Prachanda, réuni dans une même pièce avec le nouveau Premier ministre népalais. Les sourires en disent long sur l'issue de la rencontre. Le Népal voit poindre la fin d'une longue période sanglante. En 1996, l'une des dernières guérillas maoïstes de la planète lance une insurrection armée contre la monarchie népalaise. But des rebelles, établir un gouvernement communiste. Après 10 ans d'affrontements et 13 000 morts, les maoïstes contrôlent la majorité des campagnes. En réaction, l'an dernier, le roi Gyanendra congédie les membres du Parlement et prend les pleins pouvoirs. Mais lui aussi échoue dans sa tentative de vaincre les rebelles. La décision du roi se retourne contre lui lorsque la rue se rebelle. Les partis démocratiques gagnent alors l'appui des maoïstes. De guerre lasse, le roi rétablit finalement le Parlement dans ses pouvoirs. En vertu de l'accord, le gouvernement népalais s'engage à dissoudre le Parlement et à mettre sur pied un gouvernement intérimaire
qui inclura les maoïstes. Une assemblée constituante doit ensuite se réunir d'ici mai 2007, selon les vœux du chef de la guérilla. En échange, ce dernier promet de démanteler son administration dans les zones rurales et accepte la supervision des Nations Unies pour faire respecter la trêve. Reste à décider du sort de la monarchie. Guy Lapointe, Radio-Canada, Montréal. La croisade, une entrevue avec Al Gore qui poursuit son combat contre le réchauffement de la planète. So I hope that the Parliament will follow the example set by Quebec. Le secrétaire général de l'OTAN affirme que le rôle du Canada en Afghanistan est essentiel. On ne peut pas exclure qu'un général canadien commande l'opération à plus tard. Chez Rona, la fête des pères, c'est tout un événement. Du 16 au 18 juin seulement, quand vous offrez un cadeau Rona à papa, vous triplez vos 1000 de récompense Air Miles. Procurez-vous votre bon en magasin. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. OK, j'ai une boîte de Thermacare en main, je l'ouvre et je me dis, wow, c'est quoi ça? Et pendant que je me demande, ça sert à quoi des pompes chaudes? Wow, ça se met chaud. Alors, je la mets dans mon dos où j'ai mal et tout de suite, elle sent agir. Comme un coussin chauffant électrique, mais sans fil. Alors, tu peux t'en servir où tu veux. Ah! Ça soulage vite mon dos et j'ai à nouveau toute l'énergie du monde. Assez que j'ai envie de faire une pirouette. Pas aujourd'hui. C'est quoi ça? Non, pas ça ici. Grand Prix Casino, 5 cartes de jeu par sachet, au total 20 Grands Prix de 500 000 $ et la chance de visiter le casino de votre choix au Canada. Grand Prix Casino, ne pas ouvrir n'importe où. Chez Rona, la fête des pères, c'est tout un événement. Du 16 au 18 juin seulement, quand vous offrez un cadeau Rona à papa, vous triplez vos 1000 de récompense Air Miles. Procurez-vous votre bon en magasin. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. Dans tous les tangues électroniques, c'est le week-end JVC et cet écran 32 pouces est réduit de 100 $, 499 ou 36 versements de 13,89 et la base est à moitié prix dans tous les tangues électroniques. Pendant le week-end JVC, préparez votre été avec cette caméra mini DV, fonction 16:9 et zoom optique 32X, 399 $ ou 12 versements de 33 $ dans tous les tangues électroniques. L'ancien vice-président américain Al Gore est en croisade. Il se promène aux quatre coins de la planète pour sensibiliser les décideurs et les populations à la menace du réchauffement climatique. Il est d'ailleurs passé par Mont-Tremblant au Québec pour prononcer une conférence sur le sujet. Il est aussi la vedette d'un film documentaire sur le réchauffement climatique qui vient de gagner nos écrans. Une vérité qui dérange. Dominique Poirier s'entretient avec Al Gore. Bon après-midi, Monsieur Gore, et bien sûr, on vous remercie d'être avec nous. Thank you. Vous savez qu'on s'est manqué de peu parce qu'il y a 2 jours, vous étiez ici au Québec, au Mont-Tremblant, pour faire votre présentation. Vous avez trouvé comment votre séjour? First of all, it's just stunningly beautiful, and I enjoyed it a great deal. And the gathering of people was intellectually exciting and interesting. And so even though my visit was all too brief, it was quite enjoyable. Vous savez peut-être qu'hier, le gouvernement du Québec a présenté son propre plan en réponse, là, évidemment, à l'entente de Kyoto. Est-ce que c'est pas un peu étonnant que des provinces ou même des États aux États-Unis semblent être plus proactifs que leur propre gouvernement fédéral? Yes, it is very interesting. And Quebec has always been very progressive in protecting the environment and in advancing many progressive values. I am well aware of that. And in the United States, there are some states, and even more so, quite a number of cities that have taken the lead away from the federal government. And the Bush-Cheney administration, like the Harper administration in Canada, unfortunately, they have basically the same approach, which is kind of passive aggression toward the environment, and they are trying to back out of the global warming treaty that the rest of the world, with very few exceptions, is now following.
Et ça, j'imagine que pour vous, c'est assez décevant? Yes, it is. George Bush, when he was a candidate 6 years ago, pledged to confront global warming and said he would legally regulate CO2, but he broke that pledge. And Stephen Harper in Canada has said one thing, but it's not for me as a non-Canadian to say, but I'm an admirer of Canada, and Canada has been a leader on the world stage for the moral values that exemplify world citizenship and responsibility to the future. And I think the rest of the world would be truly shocked if Canada actually did break its commitment, having entered into a legally binding treaty. And so I hope that the Parliament will follow the example set by Quebec and some other parts of Canada in rejecting Stephen Harper's desire to go to what the tar sands people and the Houston oil industry wants to happen. Bon, parlons maintenant peut-être un peu de votre film. Dans ce film, vous dites que vous montrez les faits pour prouver que le réchauffement de la planète, ce n'est finalement pas une théorie, mais qu'il y a effectivement des faits. Or, j'ai vu votre film hier et ces faits sont tellement épeurants qu'on se demande même s'ils sont vrais. It seems that way partly because we have, just in the last 100 years, entered into a new relationship between the human species and the ecology of the planet. We have quadrupled world population in less than 100 years, magnified the power of our technologies thousands of times over, and all of a sudden we are like the proverbial bull in a china shop, able to do damage that we are not even fully conscious that we're causing. And the most vulnerable part of the Earth's ecological system is this very thin shell of atmosphere surrounding the planet, and we're filling it up with global warming pollution that's trapping much more of the sun's heat inside the shell of atmosphere, and that's causing havoc for all of the environmental systems that depend upon a stable climate. Et ce qu'on apprend aussi, M. Gore, pour les gens évidemment du Canada qui vous connaissent moins, c'est que l'environnement, c'est une cause que vous épousez depuis déjà un bon nombre d'années. Hein. Ce n'est pas une toute nouvelle cause là pour vous. That is certainly true. And my concern started almost 40 years ago. And 30 years ago, I began helping to organize the first congressional hearings in Washington, D.C. On global warming, and had a college professor that first got me involved with this issue a long time ago as the lead-off witness. And I've been trying to tell this story ever since. And now the debate in the scientific community is over. There are a few large polluters that continue to spend millions of dollars a year trying to confuse people into thinking that it's okay to pollute the way they are. The same way that tobacco companies tried to confuse people for years about the link between smoking and lung disease. And that's immoral. And since the fate of human civilization is now at risk, literally, even though that sounds shrill, we do face a planetary emergency. As a result, we have to find a way to get the facts of our real situation before people all over the world, starting in Canada and the United States, here in North America, where we have the ability to lead the world, and then start solving it. It's not a political issue, it's a moral issue. Ah, mais c'est intéressant que vous disiez qu'il s'agit non pas d'un enjeu politique, mais d'un enjeu moral. Vous le dites aussi dans votre film. Or, à la toute fin, vous écrivez aussi que si nous voulons changer quelque chose, il faut voter pour des gens qui s'attaquent à l'environnement et au réchauffement de la planète. Il y a donc un petit côté politique quand même. Yes, but regardless of party. This has to be lifted out of the partisan framework and be put into the moral and ethical framework. Eh bien, M. Gore, nous avions droit à 5 petites minutes ensemble. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Thank you. Une majorité de Canadiens s'oppose au déploiement de soldats canadiens en Afghanistan. Le secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, était de passage au Canada. J'espère que je vais gagner. Monsieur, je l'aime.
Êtes-vous prêt à sauter dans l'aventure, elle et lui? Avec plus de 500 000 appels par mois, elle et lui, le plus de 17% de la division Tim Hortons de Wendy's International à la bourse de Toronto et de New York la semaine prochaine lorsqu'on va mettre en vente ces actions-là. 667 millions parce que la demande est insatiable. Les Canadiens ne peuvent pas acheter quasiment assez d'actions de Tim Hortons. On a peur même que les titres de producteurs de beignes ne soient pas disponibles en assez grand nombre pour tous les Canadiens qui veulent se procurer des actions. Est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose? Ben, je pense que oui. Écoute, toi, tu nous as souvent parlé de la bourse, justement, ton ami Vincent. Oui, j'ai des contacts. Oui, tu as des contacts. Et on parle de 667 millions. Mais attention, parce que Krispy Kreme, il y a beaucoup de gens qui avaient investi dans le Krispy Kreme. Et l'action, maintenant, ne vaut plus que 8 $. C'est quand même bien. Mais c'est une chute d'environ 85 %. Donc, les nouvelles de beignes, c'est Witten. Hey, nous, on aimerait bien les manger. Ben oui, c'est ça. Il y a des cerises. Moi, je voudrais vous dire avant de partir que pour être juste envers Anne-Marie, qui ne sait pas tricoter, vous l'avez parti. Je l'ai parti. Je t'ai parti tout à l'endroit, point mousse. Tu vas avoir un beau foulard. Bon, la jalousie. Plus belle. Là, il me reste juste à apprendre. Ben, merci, Jeannette. Je vous l'offre à la fin de la saison. Non, c'est les erreurs ne paraissent pas avec Selena, c'est parfait. C'est formidable. Merci, René-Claude. Les erreurs ne paraissent pas. Soyez là. Demain, on va parler à Geneviève Rioux, à Christian Duguay, aussi réalisateur, et Suzanne Lévesque sera avec nous. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Ciao. Cette émission absorbante vous a été présentée par Sponge Towels, le pouvoir des sponges hypochètes. Cette émission vous a été présentée par l'Orchestre symphonique de Montréal. De grands noms, un grand orchestre. Marie-Josée Taillefer et Denis Gagné vous retrouvent à l'épicerie, mercredi soir 19h30. Cette émission absorbante vous est présentée par Scott Towels. Sponge Towels. Gilles, maintenant, les parents disent presque systématiquement à leurs enfants qu'ils sont adoptés, non? Oui, il y a même, il semblerait qu'il y a même une petite fille qui a tellement intégré ça à son histoire qu'elle croyait que tous les enfants étaient adoptés. Mais il y a quelques dizaines d'années, c'était vraiment pas comme ça, hein, Gilles? Non, c'était vraiment pas le cas. Les gens cachaient cette réalité-là à leurs enfants. Certains même l'ont caché toute une vie. C'est l'histoire de nos invités aujourd'hui, alors restez avec nous. Bon lundi matin, en ce lundi un peu gris, on va essayer de mettre un petit peu de chaleur et un petit peu de soleil. Merci d'être avec nous. Alors, les parents adoptifs appréhendent bien souvent le moment où ils auront annoncé à leurs enfants qu'ils sont adoptés, justement. Et ça, c'est pour différentes raisons. Parfois, la peur est tellement grande que la vérité, de dire la vérité, que vraiment, là, ils diront jamais de leur vivant. Gilles, ouais, bonjour. Ils reportent les pauvres. Bonjour, France. Oui. C'est des histoires un petit peu tristes parce que ces gens-là sont souvent bien intentionnés. Il faut voir pourquoi les gens font ça. Ça relève de très, très vieux tabous, en fait, qui ont renforcé cette idée-là. Tu sais, à une époque, avoir un enfant illégitime, c'est comme ça qu'on appelait ça. Oui. C'était honteux, c'était le fruit du sexe, de la dépravation. Bref, il fallait pas entacher l'histoire de cet enfant-là, de son histoire personnelle. C'est un très curieux de raisonnement quand même, mais ça tient à des dogmes, à des stéréotypes qui sont d'une autre époque. Mais beaucoup de gens qui ont aujourd'hui mon âge ou le sien et qui ont été adoptés ont vécu dans un environnement où les parents pensaient comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? L'intention était probablement bonne, mais voici ce que ça donne, France. Je te raconte une fausse histoire sur ta vie. Alors, je suis en train de créer pire que ce que j'appréhende. Ah oui. Et voilà des gens qui découvrent tout à coup un beau jour que finalement, on leur a un peu volé leur histoire.
Ça, c'est triste. Ce qu'on sait, c'est que les enfants, auxquels on dit ça très tôt, l'intègrent dans leur histoire. L'intègrent dans leur histoire à un point tel que finalement, ils n'auront jamais de choc. Tu sais, apprendre que quelque chose dans ta vie est foncièrement pas vrai, ça peut te donner un choc, mais quand tu l'as toujours su, il n'y a pas rien de choquant, là. Oui, et puis doucement, tu es capable de recevoir ce qu'il y a à recevoir selon ton âge aussi, j'imagine. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que les temps ont changé les temps ont changé, ouais. L'adoption internationale. Là, tu avoueras que quand tu as les yeux bridés et que tu as des parents blancs, c'est assez difficile de se faire croire que tu n'as pas été adopté. Oui. Donc, ça, c'est venu un peu renforcer cette idée de dire plus spontanément, plus clairement, de dire finalement une chose que j'affectionne beaucoup, la vérité. On a toute sa vie à rechercher la vérité. Il y a des gens ici aujourd'hui qui vont nous dire qu'ils se sont sentis trahis par des gens qu'ils ont quand même pourtant beaucoup aimés. Oui. Nos invités ont appris la plupart sur le tard qu'ils ont été adoptés. Nathalie Saint-Hilaire, elle a été adoptée à 6 mois et elle ne l'a su qu'à 23 ans. Alors, elle en a 36 maintenant. Régent Duval a 62 ans et tenez-vous bien, il a appris il y a 2 ans seulement qu'il avait été adopté, donc à 60 ans. Alors, il nous expliquera ce que ça lui a fait en détail. Elle a appris à 5 ans par une amie qu'elle avait été adoptée. Donc, elle l'a su un peu plus tôt que les autres. On va voir si ça fait une différence avec Gilles. René Tanguay est avec vous. Alors, le sujet... Famille qui travaille en développement international, c'est sur le terrain qu'on veut que ça se passe. Moi, je veux pas que moi... Mon frère, il m'avait emmené. Là, ça vient alimenter ça. Mais... Oui. Alors, toi, tu as appris... bon, donc, la vie a continué, mais ta maman adoptive est morte jeune. Oui. C'est ça, moi, ma mère est morte, j'avais 2 ans. Puis, chez nous, on n'en parlait pas beaucoup, puis on n'avait pas de photos d'elle, vraiment. Donc, Comment ça se fait, ça? Ben, je pense que mon père, d'après moi, c'était trop difficile pour lui d'accepter que sa femme était décédée, donc... il avait décidé qu'elle n'existait plus. On cache tout, un peu comme on cache aussi que tu as été adoptée. Génial, mais oui, voilà une autre régénération où ce que nous cachons nous fait moins mal. Comme si chaque fois qu'il y a une émotion importante, qu'elle soit belle ou difficile, il faut la cacher. Ça, c'est une autre génération qui a fait ça. J'espère qu'on ne fera plus ça personne, mais ils pensaient bien faire, ces gens-là. Ah oui, c'est ça. Parce que toi, tu avais une relation formidable avec ton père. Oui, effectivement, on était très proches. T'étais très proche. Oui. Et lui, il est mort quand? Il est décédé, j'avais 18 ans. Donc, et là, tu as continué, toi? Est-ce que tu as continué ta quête d'identité, là? Est-ce que tu as continué à vouloir savoir, là? Parce que tu dis que tu allais même visiter la tombe de ta maman, puis que tu disais, non, moi, j'ai une maman ailleurs, là, je le sens. Oui, j'ai toujours senti ça, qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi. Puis, quand j'étais jeune, mon frère, il m'avait emmenée à la pierre tombale de ma mère. Puis, il la peinturait, là, tout ça. Donc, moi, On voit ton frère. Un de mes frères avec mon père et moi. Puis, c'est ça. Donc, là, j'allais à la pierre tombale, puis je me recueillais là, puis je disais, je suis sûre que j'ai une mère quelque part. Mais je ne sais pas d'où ça venait. C'est comme des pensées. C'est vraiment difficile à expliquer tous ces sentiments-là que j'avais, que je parlais à personne. Mais c'est vraiment un ressentiment que tu as. Puis, tu sens qu'il y a quelque chose. Puis, toute ma vie, j'ai cherché. Puis, sans savoir ce que je cherchais, je cherchais quelque chose. Tu cherches sans savoir. Sans savoir. C'est comme il y avait quelque chose qui n'était pas complet. Hein? Oui. Souvent, quand on a une grande révélation dans la vie, on a cette impression de dire « je viens d'apprendre une chose que j'ai toujours su ». Ah. C'est vrai. C'est donc vrai. Cette expression-là. Je le savais, ça fait, oui. Bon, quand est-ce que tu l'as appris et comment?
En fait, je l'ai appris, j'avais 23 ans. Mon père était décédé depuis à peu près 4 ans, à peu près. Puis, donc, il est mort, lui, sans vouloir... il est mort d'un ACV, donc je l'excuse. Oui. Il est mort du jour au lendemain, pas eu le temps de régler ces choses-là, probablement. Donc, moi, c'est ça. Puis c'était vraiment par hasard. Je fouillais pour avoir l'heure de ma naissance. Puis j'ai écrit à l'hôpital où je pensais être née pour avoir l'heure de ma naissance. Puis ils m'ont dit, Madame Sinclair, vous n'êtes pas née à cet hôpital, on n'a aucun dossier sur vous. Donc là, j'ai appelé ma sœur, puis j'ai demandé où j'étais née. Puis là, ça a déclenché un peu le processus, là, parce qu'eux, ils se sont dit, là, je pense qu'il est temps qu'on l'annonce à Nathalie officiellement. Okay. Puis ils m'ont invité à un dîner le lendemain, puis mon grand frère, ma grande sœur, c'est là qu'ils m'ont dévoilé le fameux secret. En fait, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, bon, Nathalie, c'est quoi tu veux savoir? Je veux savoir l'heure de ma naissance, là. Je comprends pas trop pourquoi tout ce tralala-là. Donc, tu veux dire qu'eux, ils devaient se douter là, que vraiment, il fallait que ça sorte. D'abord, pour eux, ça devait être un secret incroyable à garder aussi, tes frères, tes sœurs. Comment ils ont pu tenir? La puissance des secrets de famille. Hein? Ah, personne n'a envie de cautionner le fait qu'on a un secret de famille, mais personne ne se sent le droit de le trahir. Alors, on ne sait plus qui l'entretient à un moment donné. Toi-même, tu dis que ça te surprend que même dans vos chicanes de frères et sœurs, là, c'est jamais sorti. Effectivement. Toi, ça te dit qu'il y a une preuve là, que vraiment, ils t'ont toujours... il n'y avait aucune différence pour eux. Pour moi, ça me dit qu'ils m'ont toujours considéré comme leur sœur. Puis moi, j'ai pris ça comme une preuve d'amour de leur part à eux. Quand je l'ai appris, quand ça a sorti le secret, là, par exemple, face à mon père, ça a été différent. Je me suis sentie un peu trahie, manque de confiance. Je comprenais pas, puis j'étais fâchée de ne pas pouvoir lui exprimer soit mon bonheur du fait qu'il m'ait adoptée, du fait pourquoi, tu sais, qu'il puisse m'expliquer, en fait, les raisons qui l'ont poussé à agir comme ça. Ouais. Fait que ça, je me suis sentie vraiment comme trahie, là, dans tout ça. Sentiment de trahison quand on apprend sur le tard, j'imagine que c'est... En fait, on le voit à peu près dans toutes les histoires. Et même chez des gens qui ne pensent pas à un stade de colère important.